Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Coupe du Monde approche à pas des géants. Oui, les pays qualifiés effectuent déjà les derniers réglages avant de se lancer dans la compétition. Les cas de la RDC qui a accroché le Danemark le mercredi dernier à Liège. Oui, c'était un véritable test grandeur nature pour Sébastien Desabre et sa bande. Mais l'attaque lors de ce match est restée muette. Doit-on s'en inquiéter ou plutôt se réjouir du fait que la RDC a tenu en échec l'une des nations le mieux classées au classement FIFA? Ce sont les questions que nous allons essayer de soulever sur ce plateau des Au cœur du sport, mais on reviendra également sur l'actualité. Oui, l'actualité c'est aussi Illico Cash Ligue 1 avec les derniers virages. On amorce déjà les derniers virages dans cette manche retour de play-off, mais on parlera aussi de handball, mais également de la balle au filet qui n'est autre que le volleyball. Vous êtes sur Télé 50, vous êtes au bon endroit. Bonjour, bienvenue dans votre magazine Au cœur du sport. Au cœur du sport qui a l'immense plaisir de recevoir ce matin Emery Kabongo. Il était là la semaine dernière, il est là aujourd'hui avec nous, j'espère qu'il est en forme. Bonjour et bienvenue, cher ami. Bonjour Christian, bonjour à tous les amis sportifs qui nous suivent, à tous les téléspectateurs. Je suis bien en forme et j'espère que les Léopards les sont aussi en prélude de la Coupe du Monde. Allez, en face de vous, il y aura Billy Kinkela, affectueusement appelé Maître Brasseur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs. Toujours un plaisir en tout cas de revenir après ce qui nous est arrivé. Gloire à Dieu, plus de peur que de mal. Et on est là ce matin et on rend grâce à Dieu parce que le pire a été évité. C'est l'essentiel. Je voudrais en profiter en tout cas pour remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien lors de cette dure épreuve. Je crois que vous avez annoncé ça aux amis la fois dernière. Et puis quand on vous voit sur le plateau, généralement quelqu'un me pose la question, mais Billy Kinkela, pourquoi il a les dégoûts du journalisme ces derniers temps? J'ai dit il pense librement, il dit tout haut, c'est que peut-être les autres disent tout bas. Est-ce que vous voulez non, c'est juste un appel dans ce métier parce qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous exercent ce métier par passion. Si vous allez voir aujourd'hui, 80-70% du journaliste bascule vers les études de droit. Ça, c'est une étude que moi je fais dans un article qui arrive. Parce que tout simplement, les conditions de travail doivent être améliorées. On ne peut pas être au cœur des enjeux politiques, sportifs, comme nous aujourd'hui, et être dans cette situation-là. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous vivent dans une paupérisation qui ne dit pas son nom. J'ai toujours appelé, en tout cas pour que, voilà, l'État subventionne nos médias. Il y en a de plus en plus. Il faut prendre ceux qui excellent pour mettre quand même le journaliste dans des conditions qui leur permettent d'être meilleurs. Nous avons toujours apprécié notre confrère et patriote, Charles Mbouya. Mais Mbouya était notre ami ici. On a travaillé, on a peigné ensemble. La preuve est que quand un journaliste congolais est mis dans de très bonnes conditions, il peut donner le meilleur de lui-même. Mbouya aujourd'hui, un présentateur phare chez Canal+. Donc, j'en appelle. C'est pas un dégoût au fait, parce que j'ai vu un prof de l'UPEN, Trésor Moukambilois, qui m'a suivi une box pour me dire, mais Billy, tu décourages nos études? Je dis non, prof. Il faut militer pour que ceux que vous formez soient dans des très très bonnes conditions. Mais les journalistes aussi doivent bien faire leur travail. Aujourd'hui, c'est la racaille, désolé de le dire. Vous voyez les journalistes qui passent leur temps à longueur des journées à chanter, on va dire, le président des fédérations. Mais au retour, ces derniers ne vous respecteront peut-être pas. Malheureusement, malheureusement, il y a ceux qui ne savent pas, en tout cas, surfer sur cette vague-là, qui sont obligés de verser dans le Djalelo. Malheureusement, bon, il y en a qui font de la communication, mais il y a d'autres qui versent carrément dans le Djalelo parce que les conditions sont difficiles. Mais heureusement pour les Léopards, comme le disait Emery Kabongo tout à l'heure, on va y revenir, et ne sont pas dans des mauvaises conditions parce que tout est assuré. Il faut féliciter le gouvernement. Le ministre des Finances, Doudou Fombalikoun de Libotaï, le Pakebo, a encore mis le paquet pour que les conditions, ils sont arrivés à Malaga pour poursuivre la préparation. Il faut saluer en tout cas le travail que fait ce compatriote. Il a démontré qu'il est l'un pour moi, en tout cas les meilleur ministre de la décennie, ministre des Finances de la décennie. Il a inauguré le nouveau bâtiment de la DGRAD, mais il ne s'est pas arrêté là, il continue à travailler. Je crois qu'il faut le féliciter pour tout ce travail. Billy Kinkela, voilà.
Le ministre des Finances, Doudou Famba, Likunde Libotay. Bon, quand vous parlez souvent du ministre des Finances, moi je pense à M. Tom Skinkela, il est au Congo central, il est le coordonnateur national de la structure ADFP, Action Doudou Famba Pakebo. Bon, chacun fait son boulot. Allez, c'est comme ça qu'on va aider la République à aller de l'avant. Mais on va prendre d'abord cette actualité avant, bien sûr, d'entrer de plein pied dans la thématique ou les différentes thématiques, les grandes du jour. D'abord, au niveau des volleyball. Oui, au niveau du volleyball, la RDC s'apprête, bien sûr, ou le Kinshasa s'apprête à accueillir l'Afrique. Il y aura, bien sûr, à Kinshasa, du 7 au 21 septembre prochain, le championnat d'Afrique des Nations seniors. Messieurs, oui, Kinshasa va bien sûr vibrer au rythme de la balle au filet, comme vous pouvez bien sûr le voir sur ces différents panneaux publicitaires à travers la ville. Les léopards, messieurs, qui seront bientôt en stage, question de bien peaufiner leur préparation et représenter valablement le pays à domicile, puisqu'ils ont ce privilège de jouer à domicile. Quand on joue à domicile, il faut faire mieux. Et voilà ce qu'il faut retenir. Les différentes commissions seront peut-être mises en place d'ici la fin de cette semaine, ou début de semaine prochaine. Question de voir comment déjà harmoniser le vu pour que le Congo fasse bonne figure. Mais en attendant, il y aura les léopards dames qui vont bien sûr se rendre au Kenya pour aussi préparer la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Oui, les fauves travaillent très bien déjà. Je voudrais qu'on prenne leur réaction, puisqu'ils sont encore à Kinshasa. Elles peaufinent, je vais dire, la préparation avant d'aller au Kenya pour la Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter quelques-unes au micro, bien sûr, des Dieudonné Dieudonné Mukendi, voilà. C'est un niveau quand même assez professionnel. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de changements de notre côté pour notre amélioration, évidemment. Et en termes de langage, c'est vrai que le premier jour, ça n'a pas été facile, mais vous savez que dans le sport, c'est plus simple même quand le coach est en train de parler, on essaie de comprendre dans ses gestes. La plupart des joueurs, s'ils ne comprennent pas anglais, elles essaient juste de comprendre très facilement dans les gestes et tout ça. Et ça ne nous bloque pas dans notre attitude pour s'entraîner. Donc, voilà. Ben oui, évidemment, vu qu'on se connaît la plupart du temps, on a toujours joué ensemble, vu qu'on est en plein championnat. Ça veut dire qu'on se retrouve très très souvent, on échange beaucoup. Mais être chez les léopards, évidemment c'est une famille, ça change un peu de nos clubs. Alors on n'a qu'à être unis, s'accorder, s'encourager surtout et avancer ensemble. Oui, très facilement, c'est fluide vu que l'anglais, ça passe, pour moi, ça passe facilement. Donc je fais le pont entre le coach et l'équipe. Bon, eza non facile te pona le bayeba eza mbali boso to s'entraîner na bango baza na manière na bango yo salela o ezaki un peu différent na biso mais to sepeli parce que eza ko aider biso bit na bango eza ba matisa biso to beta to koma ba résultat bien donc ezo sepesa biso anglais na bango eza facile vu que na yebi anglais na osala pona ko aider baninga na ngai azo loba no expliquer bango c'est lo compréhension o biso nyos to comprendre donc eza ka pona ko aider équipe. Entraînement c'est facile mais tout c'est donné parce que biso nyos to na posa to matanation même si c'est facile to na choix te biso nyos to za mutamta uti équipe na mais aweza nation to muye mayo to beta pona mayo ya boka donc to na choix te il faut tout ça là. Et voilà, vous avez suivi tour à tour Lydia Mbombo Chibonge, qui est bien sûr capitaine des Léopards dames, également Victoria Mpata, la RDC, je le disais, aiguise, ou les Léopards dames volleyball, aiguise les fers à Kinshasa avant de s'envoler pour Nairobi.
où elles prendront part au championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra du 23 août au 5 septembre 2026. Et justement, au mois de septembre, pour rappel, il y aura aussi le championnat d'Afrique, messieurs, à Kinshasa, du 7 au 21 septembre. Billy, un mot aussi de handball, puisque les dates ont été quand même bougées, mais là, il y a les nouvelles dates qui ont été calées. Kinshasa, dans l'autre version, on va dire dans le handball, dans l'autre discipline, Kinshasa va aussi accueillir l'Afrique. Oui, il faut encore une fois, en tout cas, remercier les autorités du pays parce qu'il faut, à travers ces différentes compétitions qui sont organisées, assurer la visibilité du pays, dire au monde entier que voilà, le sport en RDC, ça vit. C'est qui fait qu'après la réussite totale de la CAN organisée ici chez les dames, la Confédération africaine de handball avait jeté son dévolu sur la RDC pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe au niveau des deux versions, chez les messieurs comme chez les dames. Donc 18 nations, 16 nations au total se donnent rendez-vous. Initialement prévu du 1er au 17, mais là, avec les nouvelles dates, parce que il y avait des nations qui avaient émis, on va dire, quelques réserves de leur participation suite à Ebola. La CAB a été obligée de diligenter une enquête, enfin une visite, qui a été dirigée par l'Angolais Pedro Godino. Et voilà, après toutes les assurances possibles, on leur a dit qu'à Kinshasa, on vit bien. C'est vrai, on compatit avec nos compatriotes dans des zones touchées par cette maladie. Mais à Kinshasa, il n'y en a quasiment pas. Et donc, ce qui fait que c'est maintenant du 6 au 18 juillet prochain que les 16 meilleures nations de handball se donnent rendez-vous à Kinshasa pour cette grande compétition. C'est vrai, on va avoir quatre clubs congolais, 2 chez les messieurs, notamment Mazembe et JSK. Et 2 autres chez les dames, Héritage, et notamment, qui vont participer. Donc, voilà. Je crois que la bonne impulsion donnée lors de la CAN sera encore une fois au rendez-vous. Les Congolais viendront nombreux, parce qu'on a démontré lors de la CAN de handball que, voilà, hormis le football, il y avait des disciplines qu'il fallait pousser comme ça. Et c'est une très très bonne chose. Les Congolais seront là. Et surtout, moi, ça c'est mon vœu, que ces compétitions qu'on organise permettent aux disciplines, n'est-ce pas, de pouvoir émerger, parce que sinon on aura organisé pour organiser. Merci beaucoup. Allez, avec Emery, on va directement aller dans la thématique phare pour gagner du temps. Emery Kabongo. Bon, j'aimerais quand même placer un petit mot sur le volleyball féminin, parce que là, il faut surtout signaler la prise de conscience du côté des organisateurs et du côté congolais pour l'équipe féminine du volleyball, parce que c'est depuis 2003 qu'on ne voit pas cette équipe exceller un peu sur la scène internationale. Quand je parle de la scène internationale, je me limite simplement sur la scène africaine, parce qu'on n'a jamais joué des championnats du monde pour cette catégorie féminine du volleyball senior pour la RDC. On n'a jamais participé aux Jeux Olympiques avec cette équipe féminine senior de volleyball de la RDC. Mais là, on revient et on a une occasion de pouvoir espérer valider les tickets pour ces grands événements au niveau mondial. Parce qu'au niveau africain, on doit être 60 ou 61e au classement. C'est aussi une occasion pour essayer d'évoluer. Très très loin, 60e, il faut vraiment progresser. C'est aussi une occasion pour essayer d'évoluer dans ces sens-là. Pourquoi j'ai dit, je parle d'une sorte de prise de conscience, excusez-moi, c'est parce que la compétition qui va débuter en août, alors, et la préparation côté congolais a commencé depuis mi-mai. Et vous allez voir que sur les plus de 20 joueuses convoquées, il y a déjà 19 qui étaient là pour la première séance d'entraînement. Il y en a d'autres qui évoluent en Tunisie, en Europe, qui n'étaient pas là pour les go de la préparation. Mais ça montre quand même qu'il y a une sorte d'implication au-delà de cette prise de conscience. Et c'est des bons augures pour la suite. Merci beaucoup, monsieur. Voilà pourquoi chaque week-end, on prendra soin de parler quand même des disciplines des salles aussi. Question de le mettre en lumière. C'est vrai que régulièrement, nous parlons football. Et si nous restons focus que sur le football, surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui commence, on risque d'oublier d'autres grands rendez-vous. Donc, la semaine prochaine, à chaque fois que l'actualité ou l'information évolue, on ne cessera d'en parler. En tout cas, question de partager avec les téléspectateurs, des milliers d'ailleurs, qui nous suivent à travers le monde. Vous êtes sur Télé 50, on va entrer maintenant de plein pied dans la thématique phare. Oui, c'est bien sûr les préparatifs du Mondial 2026. Je l'ai dit, les différents pays qualifiés
aiguise déjà les fers, effectue les derniers réglages, question de faire bonne figure dans cette Coupe du Monde. Le cas de la RDC qui a joué son premier match amical, ce premier match test, c'était bien sûr face au Danemark, 0 but partout, score final du match. Le deuxième match test est prévu face au Chili et ce sera bien sûr en Espagne. Alors, on revient sur la première partie de préparation en Belgique. Emery, vous avez suivi le match contre le Danemark, 0 but partout, une fois de plus, l'attaque a été muette. Mais dans l'ensemble, le jeu produit, est-ce que la RDC a affiché un niveau à la hauteur de la compétition qui l'attend? À la hauteur de la compétition et surtout des adversaires qui attendent la RDC, pas forcément, pas globalement, mais à la hauteur de l'adversaire qu'on a affronté pour ces matchs amicaux, les Danemark qui est 20e dans les classements FIFA, je dirais oui, mais c'est arrivé au fil des minutes dans cette rencontre parce que j'ai vu un début assez timide de la part de la RDC. Il aura fallu s'appuyer sur une individualité qui aura été pour moi voilà, une sorte de déclic pour que nous prenions finalement la mesure de cette rencontre-là, mais surtout la mesure de l'adversaire. J'aurais dit que c'était arrivé assez tard dans cette partie si on avait perdu. Bon, je ne dirais pas qu'on devrait considérer un match nul comme une victoire, mais quand même, c'est bon à prendre, on peut s'en contenter. L'individualité dont je parle, c'est l'individualité de Yohan Wissa, au-delà du collectif, qui a encore une fois fait preuve de beaucoup de solidité, parce qu'on a vu cette équipe qui a développé une certaine caractéristique, je ne dirais pas propre à elle, mais quand même qui s'est inscrit sur la durée. C'est cette solidité-là, c'est cette cohésion dans les collectifs, c'est en fait voilà, ces blocs compacts qui ne se contentent pas seulement de subir. Parce que lorsqu'on a des blocs compacts dans un match de football, pour les équipes qui jouent comme ça, on voit des équipes qui attendent, qui laissent les ballons à l'adversaire pour essayer de procéder dans les transitions rapides en contre-attaque. La RDC va au-delà de cette fonction-là. Et voilà. Alors ça, c'est sur le plan collectif. Sur le plan individuel, j'ai parlé de Yohan Wissa. C'était positif, mais les négatifs aussi a eu voilà, sa part dans les lots voilà, des analyses qu'on peut faire dans cette rencontre. C'est que quand on parle sur le plan individuel, si le collectif n'a pas marché, ça n'a pas produit suffisamment d'occasions pour qu'on espère faire trembler les filets, mais les rares occasions qu'on a obtenues lors de cette rencontre, on les a très mal exploitées. Je parle notamment de l'occasion ratée par Bakambu, mais il faut également mettre du crédit sur l'arrêt du gardien, parce qu'il y a un gardien qui est payé pour ça. J'ai parlé également de l'occasion ratée par Joris Kayembe, il s'est créé lui-même, il l'a raté. Mais bon, ça ce n'est que cerise sur les gâteaux, sur tout ce qu'on peut dire sur cette rencontre. En bref, la RDC est restée fidèle à elle-même, bloc compact, aller dans des transitions rapides, dans la verticalité. Ce n'était pas très fluide, je vais y arriver, mais quand même on peut se contenter de ces matchs nuls face au Danemark. Merci beaucoup Emery Kabongo. Le temps de recevoir sur ce plateau les fils de papa Luc Benoît, Christopher Chitambachabembi. Il nous a finalement rejoint. Bonjour Christopher, bienvenue. Bonjour à vous Christian Bokaya. Bonjour, avant toute chose, j'aimerais m'excuser auprès des téléspectateurs. Un problème a failli me bloquer ce matin. J'ai failli ne pas répondre à mon invitation, mais j'ai tellement du respect, pas que pour vous, mais pour les téléspectateurs. Je me suis débrouillé pour être là bien que légèrement en retard. Bonjour finalement à Billy. Bonjour à Emery qui sont avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Avec un système de 3-5-2, la RDC a réussi à tenir tête au Danemark. Est-ce un exploit? Où on s'est dit encore du chemin à parcourir pour atteindre réellement les niveaux d'une équipe qualifiée à la Coupe du Monde? Perso, le véritable chantier de la République démocratique du Congo n'a jamais été forcément la défense. J'ai toujours dit que notre problème, c'est plutôt dans l'animation offensive. Parce que sur le plan défensif, on a déjà été solide. C'est vrai que le système, il est différent. C'est la deuxième fois pour Sébastien Desabre d'utiliser 3 centraux. Je crois que c'est contre le Togo ou le Bénin, une de ces équipes-là. Les Sénégal en seconde période au match aller. On a essayé, mais bon, moi je parle plus pour ce qui est très évident, c'est que c'est la deuxième. J'exagère, peut-être troisième, mais la réponse
elle a été bien pour les joueurs parce que c'est la première fois que je vois un Capoadi à ce niveau. Il a déjà fait un match ou deux avec l'équipe nationale. Ça n'avait jamais été en faveur du talent ou encore de l'homme qu'on attendait de lui ou du joueur qu'on a vu jouer en Pologne. Donc je pense qu'il s'est bien intégré. Ça fait un bon trio. Après, reste à savoir maintenant s'il faut dans un match changer, aller le mettre aux côtés de Tuanzebe ou de Chancel Bemba. Ça va donner quoi? Peut-être qu'il est très à l'aise lui aussi dans ce système. Notre problème réside généralement sur les transitions offensives. Vous allez vous rendre compte que c'est presque la copie du match contre l'Algérie. Ce match-là, on est bon défensivement, on attend l'autre, on lui laisse presque jouer le ballon, on procède par des transitions rapides devant, on a misé sur les espaces qu'aime bien dévaler Cédric Bakambu, on a vu un Yohan Wissa, bon, balle au pied, bon, un joueur peut-être à même de garder suffisamment le ballon, à même d'accélérer plus, ça aurait peut-être rapporté un plus, mais je pense que c'est un match de préparation qui a servi à tirer de leçons. Je le disais, certaines personnes peut-être me prennent encore jusque-là pour peut-être fou, je sais pas comment je vais le dire, mais je l'ai dit encore, les matchs qui me font peur, c'est plus la Colombie, ensuite l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan en Coupe du Monde, parce que pour moi, c'est une équipe qui, comme nous, n'a rien à perdre. Elle est là, elle est venue tenter quelque chose, elle va se lâcher. La Colombie, c'est un football quasi méconnu pour nous, contrairement au Portugal. Le Portugal, c'est l'Europe. L'Europe, c'est la formation de Banza, c'est la formation de Wissa. Ces joueurs-là ont été, si pas de la même génération, mais probablement dans les mêmes écoles pour apprendre le football, même philosophie, même physionomie. Et ça se prouve dans ce match contre l'équipe danoise, qui n'a pas encaissé depuis beaucoup de buts, qui n'a pas perdu non plus depuis un bon moment, mais la RDC a arrêté une certaine série en cours avec l'équipe danoise. Donc je me dis, c'est déjà une belle chose, mais quand on regarde les concurrents africains, on voit la Côte d'Ivoire aller s'imposer sur la France, on voit d'autres nations aller gagner, le Cap-Vert s'imposer 3-0 sur une nation outre-africaine. La Serbie. Donc, voilà, je me dis qu'on a encore du chemin à faire, mais c'est sur le plan offensif. Après, je regarde l'apport de Banza. Quand il monte, on sent qu'il y a quand même un petit plus devant. On retrouve un Banza qui va dévier de la tête, on le retrouve qui se procure des occasions, on le retrouve bon dans ses positionnements. Moi, je pense qu'on a été pas mal, on tire des enseignements, mais après, il est plus important pour nous d'arriver à faire quelque chose, à créer quelque chose sur le plan offensif, parce que nous avons un Mustang derrière, mais devant, c'est à peine une équipe à même d'aller inquiéter les adversaires. On ne va pas jouer une grande compétition sans marquer. Un, et de deux, la Coupe du Monde, elle ne se limite pas au seul match contre le Portugal. C'est encore des enseignements qu'on pourrait tirer, même si ça passe pour les Congolais, pour la grosse rencontre du groupe. Effectivement, d'habitude, les Léopards jouent avec un système traditionnel des 4-3-3, mais lors du match face au Danemark, Sébastien a tenté les 3-5-2. C'était aussi, bien évidemment, par rapport au profil de l'adversaire, mais on a vu des choses, c'est vrai, on a vu la RDC faire face ou résister face au Danemark. Quand on regarde cette préparation, on se dit, oui, il y a des matchs hyper importants qui nous attendent, mais on peut déjà se faire une idée sur le match test. Ce qu'on a vu face au Danemark, est-ce déjà un bon départ ou y a-t-il encore un grand travail à faire avant de rallier les États-Unis? Non, moi de ce match-là, je trouve que, bon, je ne sais pas si je vais dire contrairement à Christopher, je pense que les Léopards ont franchi un palier. On a franchi un palier dans ce sens que je ne suis pas de ceux qui ont toujours voulu que les Léopards jouent à la tiki-taka. On n'a pas le joueur pour ça. Parce qu'un coach, quand il arrive dans une sélection, il met en place un projet des jeux, avec sa philosophie des jeux, c'est en fonction de joueurs qu'il a. Attendez, lorsque vous demandez que les Léopards jouent à la tiki-taka, ça combine bien, ça joue bien, à la manière de Barça de Guardiola ou de City, nous on n'a pas le joueur pour ça.
Et donc, moi, j'ai toujours compris que l'on joue de cette manière-là, laisser l'adversaire jouer, procéder par des contres, avec une transition rapide, on peut marquer, et on a toujours marqué comme ça, et on a toujours gagné comme ça. Lorsqu'un projet de jeu d'un entraîneur, d'un sélectionneur marche, je crois que, en fonction, comme je l'ai dit, des joueurs qu'il a, je crois qu'il faut le voir dans ce sens-là. Regardez, par exemple, je prends un match contre le Togo, je crois que les éliminatoires, la dernière CAN, on est à Kinshasa, on a vu Tchakei, Marouf et sa bande, comment ils nous ont malmenés. On a subi les matchs. Et il a suffi, grâce à une transition rapide, Kélia Meshak débloque la situation. Et quand derrière, on n'encaisse pas, je crois que le système est bon, ou le projet des jeux est bon. Regardez par exemple ce qu'il a tenté dans ce match-là, avec ces 3-5-2 là, avec un Kapwadi, on le sait, gaucher, qui va de l'autre côté, avec un Maswaku dans le rôle de piston. Et on a vu parmi, en tout cas, les satisfactions, le top dans cette rencontre-là, il y avait Maswaku. Je crois que l'entraîneur a compris qu'il fallait, peut-être jouer avec ce système-là, parce qu'il nous faut quand même, au niveau de l'axe défensif, par exemple, deux garçons très bons, Kapwadi et l'autre, Tonzebe, et avec un Mbemba qui peut toujours aller sur le côté, densifier le milieu. Parce qu'on a vu quand même de temps en temps Mbemba dans ce rôle-là. Donc, moi je me dis, il y a des certitudes dans ce match-là, et ne cherchons pas que l'entraîneur nous sorte un système où on va peut-être jouer et encaisser derrière. Mais alors, contre le Danemark, c'est vrai, les gens ne peuvent pas... Moi j'ai aimé votre introduction. On a tenu la 20e nation mondiale en échec. On n'a pas encaissé. Il a fallu seulement qu'on soit un peu plus chirurgical. Mais doit-on, vous gardez la main. Mais doit-on rester éternellement minimaliste? Parce que quand vous dites qu'on a franchi un palier, doit-on rester éternellement minimaliste alors qu'ailleurs, la Côte d'Ivoire bat la France en amical, le Cap-Vert bat la Serbie en amical. C'est vrai que le Sénégal a perdu face aux États-Unis, mais c'est quand même 3-2. Nous, apparemment, on resterait éternellement minimaliste. Bon, j'ai toujours pas souhaité qu'on surestime cette équipe de l'OPA. On n'a pas le joueur du Sénégal. On a le joueur qu'il nous faut, et l'entraîneur, je l'ai dit, quand il met en place un projet de jeu, c'est en fonction des joueurs qu'il a. Pourquoi il s'est toujours passé, par exemple, d'un milieu offensif pur qui va faire jouer l'équipe à la manière d'un Poutou, à la manière de Rome? Parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Donc l'entraîneur, attendez, on n'est pas la seule équipe à jouer de cette manière-là, c'est-à-dire subir, procéder par des comptes, et on a toujours gagné comme ça. Tant que ça nous réussit, moi je crois que c'est le meilleur système qu'il nous faut maintenant. Donc ce n'est pas être minimaliste, c'est notre niveau actuel. On va peut-être attendre avec le jeune qui vont venir. Pour l'équipe qu'on a présentement, c'est pas pour rien qu'on a tenté de dédouaner l'entraîneur en amenant le groupe qu'il connaissait. Et donc, de ce point de vue-là, ne surestimons pas notre équipe. Voilà pourquoi moi je pense, même pour cette Coupe du Monde-là, on ne va pas mettre trop la pression sur l'équipe de l'OPA. Ils reviennent 52 ans après, c'est pour laisser une bonne impression, pas pour faire sensation. Donc, on n'a rien à perdre face à ces nations-là. Même quand vous parlez de l'Ouzbékistan. Attendez, c'est vrai, on est en train de se rechercher, que ce soit eux, que ce soit nous, mais moi je crois qu'il ne faut pas à revoir ou mettre les ambitions trop hautes. Ouais. Allons-y, soyons humbles. On n'aura rien à perdre quand on revient 52 ans après. Ben après, moi, je voudrais qu'on apporte quand même une petite nuance à ces débats. C'est vrai, l'entraîneur a une idée de jeu, il a un projet de jeu depuis longtemps, l'idée de jeu, les schémas tactiques, bon, ça diffère d'un match à un autre. Mais si on a joué quelques matchs en maintenant notre bloc compact et puis procéder dans des transitions, je ne pense pas qu'à chaque fois c'était voulu. Il y a des moments où on a joué comme ça parce qu'on avait subi, et je n'encourage pas les RDC de jouer volontiers dans des transitions rapides face à des nations comme les Togo. Je ne peux pas. Moi, j'ai suivi ces matchs du Togo. Si on a subi face au Togo, ce n'est pas parce que notre idée des jeux veut que nous jouions en bloc bas et procéder par des contres. Mais face au Togo, excusez-moi, pourquoi on doit jouer en bloc bas face au Togo et nous laisser malmener à domicile au Stade des Martyrs, même si c'était à l'extérieur? Moi, je pense que, voilà, on peut avoir un schéma. Déjà,
Sébastien Desabre n'a pas un seul schéma qu'il a mis sur la durée pour les rencontres. Ça dépend des adversaires, c'est en fonction des adversaires. Mais on a une idée de jeu. Mais à un moment donné, faisons les rapports des forces et demandons-nous, posons-nous des questions. Est-ce que sur ces matchs, on n'est pas le Sénégal pour dire attendez, on n'est pas le Sénégal, oui, on n'est pas le Sénégal, on n'a pas toutes les qualités du Sénégal ni de la Côte d'Ivoire. Mais après, on reste une grande nation de foot. Mais je pose cette question. Parce que moi, je me dis, ça devient inquiétant si on affirme et on accepte que nous jouions en bloc bas pour procéder dans des même face à des adversaires qui ne nous arrivent pas à la cheville. Ça, c'est compliqué. À quel niveau? On ne demande pas à la RDC. S'il vous plaît. J'ai fini dans 2 secondes. On ne demande pas à la RDC de faire du tiki-taka comme les Barça, de jouer, de produire les jeux du Real Madrid ou du Bayern. Mais après, voyons des adversaires qui sont devant nous. En tout cas, moi, je suis pas d'accord pour dire que on va garder notre idée de jeu, de procéder dans des contres uniquement et à laisser les ballons à l'adversaire, même quand il s'agit des adversaires comme les Togo. Moi, ça me peine d'entendre à chaque fois les Congolais prendre des autres pour exemple et ignorer ce que nous avons comme valeur dans cette équipe. Le Sénégal, qu'on prend un exemple ici, on n'a pas les joueurs du Sénégal. Quand ils affrontent la RDC, ils sont agacés. Oui, bien évidemment, mais on l'a vu. On l'a vu à la CAN. À la CAN, on l'a vu. Si en face, il n'y avait pas une équipe qui a du répondant, ils ne seraient pas agacés. Ils auraient marché sur nous. On sait comment le match s'est passé à la CAN. Oui. On a vu tout ça. Même à Kinshasa, on sait comment ça s'est passé. Oui. Ça veut dire qu'on a des joueurs, on a du répondant. Je suis souvent pas de ceux qui pensent que nous sommes une équipe qui s'avance avec des joueurs les moins talentueux possibles et que, parce que nous n'avons pas mais des Christopher, joueurs... vous gardez la main. Comment vous analysez cette situation? On marque moins, on encaisse moins. Doit-on continuer à marcher en étant dans cet aspect des mi-figue, mi-raisin? Non, je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on a du travail à faire, c'est sur le plan offensif. Si nous, on a un chantier et encore à refaire, c'est sur le plan offensif. Je prends toujours un exemple, je pense que c'est la CAN Côte d'Ivoire, on était ensemble avec vous, où nous sommes partis avec une attaque qui faisait à l'époque pas moins de 50 buts. Non. Banza était dans la vingtaine, Méchak la dizaine, Bakambu presque la dizaine. Notre attaque carburait à pas moins de 50 buts. Mais regardez comment on avait presté dans cette Ça veut dire que c'est sur le plan offensif qu'on a besoin de plus de travail, parce que j'ai l'impression qu'en défensif, ça va. Ouais. C'est la deuxième fois, je venais de le dire, que Sébastien Desabre utilise une défense à 3 à les Ivoires, qu'on est qualifié avec presque 13 matchs d'éliminatoires, où il a utilisé ça une seule fois. Mais on a fait une CAN pleine où il n'a pas utilisé les 3 centraux. Après, je me dis, on prend des enseignements. Si vous regardez la qualité des joueurs portugais, par exemple. Je repars sur l'aspect de ce match parce que un club européen, une nation européenne, c'est pour préparer le premier match européen. Forcément, c'est pour avoir les sensations, les tacts, allez-y comprendre comment ça se joue. Le voir, Sébastien Desabre, jouer avec 5 milieux de terrain, moi, ça me dit qu'il a étudié, il a supervisé, il sait qu'en face, il y a un certain Vitinha, il y a un Joao, il y a un Leao. Bon, finalement, il a essayé de mettre quelque chose pour, auparavant, s'éviter l'humiliation d'abord de 9-0, vous gardez la main, d'aller tenter quelque chose devant. Vous gardez la main. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle des Léopards, on revient sur ce problème d'attaque. Quand on veut aller loin dans une compétition, il faut marquer des buts. Ça, c'est sûr et certain. Mais la question que l'on se pose, est-ce que l'attaque reste un éternel chantier sous Sébastien Desabre? Il est là quand même depuis un bon bout de temps. Comment n'arrive-t-il pas à mettre en place des mécanismes et des formules qui permettront à ce que cette attaque-là puisse bien évidemment avoir du sang neuf et marquer des buts et aider l'équipe à aller de l'avant? C'est la question que je me suis toujours posée, raison pour laquelle j'ai dit notre travail devrait se faire dans l'animation offensive. Bon, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? On a plus pour tout, on n'a plus room. Justement, j'allais arriver là. Le football, pour moi, aujourd'hui, penser avoir un milieu de terrain typique, genre porteur de balle, le seul qui porte le jeu, un peu comme le fait Vitinha aujourd'hui avec Paris Saint-Germain.
vous vérifierez, vous verrez que ce ne sont pas toutes les équipes qui ont des joueurs à la hauteur de Vitinha. On va prendre par exemple Olise, mais ce n'est pas le même profil non plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le dépositaire de jeu ne devrait pas forcément être un milieu de terrain. Moi, je voudrais qu'il y ait un joueur capable de récupérer le ballon, capable de... ce qui nous manque, c'est un joueur qui gère le tempo dans l'offensif. Quand est-ce qu'il faut accélérer? Quand est-ce qu'il faut faire une passe en profondeur? À quel moment il faut aller titiller l'adversaire pour éliminer? C'est justement ce profil-là. Ils peuvent être là, les profils, mais on les met dans quel registre? Comment ils arrivent? Parce que la première des choses qu'un joueur fait sur le terrain, c'est d'abord respecter les consignes de l'entraîneur. Je ne vous mets pas sur le terrain pour aller casser et vous vous plaisez à aller aux avant-postes. Tout de suite, vous sortez, vous perdez confiance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des joueurs capables d'apporter plus que ce qu'ils donnent aujourd'hui, même si on aurait voulu avoir un peu de sang neuf. Oui, mais Desabre, il l'a dit, il était sur un plan de jeu, un plan de travail déjà établi avec un certain groupe de joueurs. Au fil du temps, il va y en avoir qui vont venir. Il avait prolongé, je crois, son contrat, il est encore là jusqu'en 2028, 29, voilà, donc il a peut-être encore une année pour travailler sur des choses, parce que bientôt, on va aller à la CAN 2027, il faut passer par les éliminatoires. Ouais. Je pense qu'on a aujourd'hui tous les profils qu'il faut. Maintenant, c'est l'aspect tactique à mettre sur pied du côté de l'entraîneur pour aller mettre ces joueurs-là. Moukaou, il marque 2 buts à Lille. Milieu de terrain, vous voyez l'impact, le gros impact de Noah Sadiké aux côtés d'Exana Chaka, de chacun au milieu de terrain de Sunderland. Donc je me dis qu'on a des joueurs aujourd'hui à même d'apporter quelque chose. Maintenant, c'est Sébastien Desabre d'établir un tout autre plan de jeu offensif. Mais dire aussi qu'avec Desabre, on a jamais eu de match référence où ça jouait. Moi, j'ai vu une équipe joueuse contre le Nigeria en barrage. C'est l'Afrique du Sud. Troisième place à la CAN. Oui, mais c'est pour dire que, voilà, je crois que le projet de l'entraîneur, tant qu'il tient, parce que dès lors qu'il y a des matchs où il a tenté, avec un système où ça jouait, ça combinait au milieu de terrain, ça construisait et ça allait marquer. Surtout que derrière, ça il faut le rappeler, tout le monde ici est d'accord que derrière on a déjà assuré et que en fonction de l'adversaire qu'il a, Desabre essaie vous alterner des matchs où par moment ça joue, on a cité ici des matchs références, mais dès lors que le plan qui nous réussit le mieux est celui où, voilà, vous laissez jouer l'adversaire, vous laissez le ballon à l'adversaire, vous procédez par des comptes, dès lors que ça nous réussit toujours. Ça nous a réussi contre le Cameroun en barrage, et c'est Mbemba qui marque sur une transition rapide. C'est Mbemba qui marque. Ça nous réussit contre ici en dernier match contre le Soudan. Non, pour aller à la Coupe du Monde. Les derniers matchs. C'est la Jamaïque. On voit même des défenseurs aller marquer. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui que les Congolais comprennent. On n'a plus Mpoutou, on n'a plus Matumo Nazolarum. L'entraîneur, il a sous sa coupe les joueurs qu'il a. Avec un système qui il faut dire des gens qu'il a choisi. Parce qu'il fait tout ça en fonction des adversaires. Et là, c'est là où je trouve que Desabre est intelligent. Il sait qu'il va jouer contre le Portugal avec un milieu, mon cher ami, avec un volume de jeu incroyable. Il tente déjà, il reste constant envers lui-même et ça lui réussit. Je crois que là, il faut un 9 sur 10 à Desabre pour ce choix tactique-là. Parce que moi, je rappelle ici, qu'on n'a pas le niveau du Sénégal. On n'a pas, même le Nigeria qu'on a battu. Non, mais on n'a pas à valeur égale. À valeur, la RDC est au niveau du Sénégal. À valeur égale. Même contre le Sénégal. S'il vous plaît. C'est quel plan de jeu? Je souhaiterais, s'il vous plaît. C'est quel choix tactique qui nous permet de mettre 2 buts devant le Sénégal? On laisse le Sénégal jouer, on procède par on a joué, à valeur égale. Pour ça, il ne faut pas tirer sur l'entraîneur quand il choisit des jeux comme ça. Mais s'il vous plaît, parlons, il y a la Coupe du Monde, s'il vous plaît, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours, il y aura le coup d'envoi. C'est vrai qu'on a vu la façon de jouer de notre équipe depuis un bon bout de temps. Les attaquants marquent difficilement quand il faut aller faire une rétrospection déjà à la CAN face à l'Algérie. On n'a pas marqué de but. Les derniers matchs, c'est vrai, c'était face au Botswana qui n'avait rien à jouer, rien à gagner, rien à perdre. Mais je reviens sur ce qu'on a vu face au Danemark. C'est vrai que
l'attaque reste peut-être l'éternel chantier, parce que là, on s'interroge. Mais comment pallier à ce problème? Est-ce le problème ne vient pas du milieu du terrain, qui peut-être ne fournit pas autant de ballons, assez de ballons aux attaquants? C'est vrai qu'on exploite beaucoup plus le couloir, et quand c'est verrouillé, on se met dans le pétrin. Ça devrait être quoi la solution pour essayer de décanter ce problème? Bon, attendez, on ne va peut-être pas y aller action par action, de la première à la 90e minute, ça va nous prendre une éternité ici. Mais déjà, il faut savoir que c'est pas à chaque fois le problème d'un milieu de terrain lorsqu'il n'y a pas de passe en profondeur qui met des attaquants dans de bonnes dispositions. Il y a des appels qui déclenchent la passe. Vitinha, on prend toujours l'exemple, on voit Valverde, on voit Pedri. On se dit comment ils arrivent à faire toutes ces passes-là. On a vu Isco avec Bakambu au Betis Séville. Souvent, on se demande comment ils arrivent à faire ces passes-là. Mais après, dites-vous qu'il y a un attaquant qui fait un appel, qui déclenche une passe derrière, une passe qui n'était peut-être pas prévue par les passeurs lui-même. Et la question que vous avez posée revient toujours à celle de savoir est-ce qu'il nous manque un profil, un animateur dans le jeu, un bon finisseur. Moi, j'ai toujours pensé, globalement, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes et il n'y a que des mauvais registres. Et si vous vous demandez aujourd'hui comment on peut pallier à ces problèmes, bon, on a peut-être bien identifié les problèmes ou mal identifié les problèmes, peu importe, mais on a vu qu'il y a un souci parce qu'on n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. Mais si on marque un but qui est suffisant pour nous qualifier, ça va, on va s'en contenter. Maintenant, face au Danemark, moi j'ai vu quelque chose d'assez différent. Et je reviens à ce que je vous disais en disant qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes, dans le sens où, lorsqu'on parle de toutes ces individualités, on voit quels sont les joueurs qui sont capables d'être en dépassement des fonctions d'une manière régulière dans chaque match. Et je prends encore une fois l'exemple de Wissa. Depuis qu'il est en sélection, de nombreux confrères, de nombreux Congolais se posent toujours la question de savoir pourquoi il ne joue pas comme à Brentford, pourquoi il ne joue pas... Bon, à Newcastle, je ne vais pas le dire parce qu'il vient de connaître une saison compliquée, c'était dû à sa blessure. Et je vous remets ici dans les contextes, dans les registres de la RDC, qui ne lui laisse pas assez de liberté, contrairement à ce qu'on a vu face au Danemark. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a vu quelque chose d'assez différent. Mais parce que vous parlez, de ça. Ouais, je n'ai pas fini. On s'interroge également sur l'apport de Sadiki, on voit ce qu'il fait chez Sunderland. Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'il ne nous manque pas un profil, il ne nous manque pas un bon joueur, pardon. Il nous manque un bon contexte, un bon registre. Wissa a toujours été excentré à la sélection. C'est toujours sur l'aile. Il est toujours là-bas, il doit courir là-bas. Il n'a pas de liberté. Mais face au Danemark, on a vu qu'il a eu beaucoup de liberté. C'est pourquoi d'ailleurs au début, j'ai dit que voilà, les déclics pour qu'on prenne la mesure du match, pour qu'on prenne la mesure de l'adversaire face au Danemark, c'était l'individualité de Wissa qui était dans la prise d'initiative, qui a joué dans une sorte de liberté qu'on a vu rarement avec la RDC. Si aujourd'hui on se demande est-ce qu'on a retrouvé c'est le système qui le lui donne parce qu'ils sont deux avec Bakambu devant. Voilà, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas ces dernières années avec Wissa. Il était toujours sur le côté alors qu'il y avait Elia de l'autre côté. Ouais. Donc, en bref, moi, à la question de savoir s'il nous manque un profil pour pallier à ces problèmes, non, moi je ne pense pas qu'il nous manque un Poutou Trésor, qu'il nous manque un Matumu Nazolarum. On a des joueurs qui peuvent prendre des initiatives dans l'animation, mais seulement l'entraîneur pourrait peut-être revoir son idée des jeux. Ça nous permettrait de déclencher ces problèmes. Si c'est là, ne va pas nous handicaper défensivement. La question que je pose à Christopher Chitamba, c'est vrai qu'on a joué le Danemark, maintenant il y a le Chili en ligne des mires. On s'est dit, il faut d'abord se calmer un peu, voir comment on va jouer face au Chili. C'est alors qu'on se fera réellement une idée sur ce qui nous attend à la Coupe du Monde. Je crains de revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ces joueurs-là, ils sont formés en Europe. Ils sont de la même école, en tout cas la même façon de penser que les joueurs danois, que les Portugais, que les Espagnols, que les Français. Ça sera une autre fois que nous, avec ces joueurs-là, qui ont pris la mesure du football africain, aillent attaquer le football de l'âme sud. Une des premières en tout cas, parce que bon, avec les préliminaires hautes, mais le Chili c'est un autre level, la Colombie aussi, c'est un tout autre niveau, mais allez-y voir qui constitue l'équipe colombienne. Je pense pas qu'ils ont 99% de professionnels comme nous. Ils jouent le football local, à majeure partie des joueurs, en tout cas un bon nombre, vient
de la maison, du championnat local. Mais c'est un football hyper physique. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est parmi les matchs qui me font peur. Enfin, faire peur, c'est trop dire, mais c'est le match que j'attends personnellement contre la Colombie, parce que moi, le match aussi que j'attends le plus dans cette préparation, c'est notre réaction face à ce football-là contre l'équipe chilienne, que l'on connaît adepte de la vitesse, que l'on connaît adepte de la puissance, à la différence du football africain où par moment la puissance, la rigueur prend plus de place. Il y a plus de technicité aussi. Quand on allie technicité et rigueur sur le terrain, on sait pousser, on sait bousculer l'adversaire. Ça, j'aimerais voir comment on va réagir face à ça. J'aimerais voir si on va rester encore dans le 3. Mais après, il faut aussi se dire que l'entraîneur, quand il fait des choix, il le fait par rapport à l'adversaire en face, par rapport aux répondants que peuvent avoir ces joueurs sur le terrain. Je pense, pour ma part, que ce ne sont que des matchs de préparation qui ramènent soit des remises en question, soit des enseignements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'attends un match sérieux de la part des Léopards de la République démocratique du Congo. Encore une fois, parce qu'on sait ce qu'on va faire. Oui, on y va pour ne pas perdre la face comme en 74. Mais après, si vous entendez, bon, je prends Chancel généralement au mot, il dit on est prêt. On est prêt à tout tenter. Mais surtout, par rapport à ce match-là, la question est bien posée parce que à travers le Chili, on peut se faire une idée de la Colombie parce qu'ils ont pratiquement le même système de jeu, un 4-2-3-1, une équipe portée vers la possession, encore une fois. Je crois que notre milieu de terrain, avec le même système, avec un milieu densifié, 3 défenseurs et avec le niveau que j'ai vu avec Moukaou et Moutoussamy, avec le jeune Sadiki. Bon, un peu plus porté vers l'avant, parce qu'il faudra répondre, on va dire, à l'opposition physique. Ils sont très physiques, et je crois que déjà, si on réussit parce qu'on aura joué quand même 2 équipes, après le Danemark, 2 équipes avec des jeux un peu plus différents. C'est vrai, ce n'est plus la même équipe du Chili, qu'on a vu lorsque ils étaient Ivan Zamorano, au top de leur forme. Mais je crois que ce match-là pourra nous donner une idée, parce qu'on aura joué le Danemark, qui a pratiquement le même style de jeu que le Portugal, et le Chili, ça sera pratiquement une copie conforme à la Colombie. Répondre aux défis physiques, surtout au niveau de milieu de terrain, face à une équipe qui évolue en 4-2-3-1, ça nous donnera déjà une idée de ce qu'il faudra attendre. Merci beaucoup, ça ne reste que 2 matchs, enfin, ce ne sont que 2 matchs amicaux. Le match amicaux, c'est vrai que ça permet au coach de tenter les choses, d'essayer de mettre en place certains systèmes, mais ce ne sont que 2 matchs amicaux, j'y arrive. C'est pour dire qu'on attendra le match officiel, mais ce qu'on voit déjà, globalement, c'est pas mal. Quand on ne sait pas marquer de but, il ne faut pas non plus en encaisser. Là, on a besoin de minimum 4 points. Bien évidemment, voilà pourquoi je vous disais, quand on veut aller loin dans une compétition, il faut d'abord marquer des buts. Et je reviens sur ce je reviens sur ce qu'aime dire Fanfan Bitangilai, que dans un match de football, il faut toujours se battre pour marquer un but de plus. Ça, c'est la théorie de Diego Garzito, ancien entraîneur du TP Mazembe Anglebert. Je pense que c'est un point de presse. Je dirigeais la conférence quand on lui pose la question. Vous encaissez beaucoup. Il dit, mais qu'est-ce que ça me fait d'encaisser 4 si j'en marque 5? Merci beaucoup, Diego Garzito, parce que vous parlez de lui, qui a fait la pluie et les beaux temps sur le banc du tout-puissant Mazembe Anglebert. Voilà qui nous amène à parler de Illico Cash Ligue 1. Nous avons notre championnat. C'est vrai qu'il y a le mondial qui arrive. Allez, Trump a mis en place son système qui a empêché à beaucoup de Congolais d'aller aux États-Unis. Qu'à cela ne tienne, on va soutenir les Léopards, on va suivre de près. On aurait bien voulu peut-être être soit en Europe, soit en Amérique pour palper du doigt, suivre de très près la préparation des Léopards de la RDC, messieurs. Ebola nous a mis au pied du mur, mais on va parler quand même de Illico Cash Ligue 1, Billy. Non, il faut corriger. Ebola ne nous a pas mis au pied du mur. C'est la conception du mode de transmission d'Ebola pour les Européens qui nous a posé un problème. Parce qu'à voir comment ils agissent, je crois qu'ils craignent plus Covid version 2026
que la maladie à virus Ebola, qui n'a pas le même mode de contamination, de contagion. Donc, je crois que c'est plus l'appréhension au niveau international des Américains qui en ont profité peut-être pour nous refuser des visas, que cela arrive, au lieu de dire que c'est la maladie en soi elle-même. Merci. Parce que déjà, la riposte, elle est bonne, elle est bien exécutée par l'État congolais. Alors qu'il y a aussi antivirus chez eux. Bien, la vie est normale là-bas. On peut partir avec aux États-Unis sans se Mais poser chez de nous, là, avec Ebola, il faut beaucoup travailler. Hein. C'est ce que je vous disais au départ. Il faut beaucoup travailler. Battez-vous pour être réellement indépendant. Alors, il y a Illiko Cash qui amorce déjà le dernier virage. C'est bientôt l'atterrissage. D'ailleurs, aujourd'hui ou ce samedi, il y a un match hyper important avec les Aigles du Congo. Encore. Il faut éviter les erreurs de la manche aller de cette phase de play-off. Le club a perdu par forfait. Les Aigles du Congo, déjà, est sur une très bonne voie. Comment assister à un tel match, comment jouer à un tel match qui, indubitablement, va dessiner le tableau final dans cette manche? Je vais commencer par avec Club. Il ne faudra pas venir jouer ce match-là dans un esprit de revanche. Il n'y aura pas de public. Ils n'auront pas la pression habituelle du public. Je crois que les joueurs doivent jouer totalement libérés parce que c'est avec Club-là que j'ai vu face à Céleste, par exemple. Je m'étais dit, il y avait un déclic mental qu'il fallait. Bon, malheureusement, c'est venu un peu plus tard. Je ne vais pas rentrer dans les interprétations des buts qui ont été marqués, mais je me dis, les attaquants de V-Club doivent jouer ce match-là. Parce que c'est qui est vrai que le Z du Congo va venir avec un sursaut mental. Parce que, en termes de confrontation directe, ils ont, on va dire, une avance. Et donc, de ce point de vue-là, si les joueurs de V-Club, ça dépendra du discours de l'entraîneur. Parce que si le joueur aborde cette rencontre-là dans un esprit revanchard, je crois que il risque de passer à côté face à une équipe de ZEC du Congo. On peut tout dire sur cette équipe-là. Coup de pouce des arbitres ou pas. Je suis de ceux qui ont dénoncé des décisions arbitrales en faveur des Aigles du Congo, surtout en termes de pénaltys. Je suis de ceux qui se sont toujours opposé à ça, parce que je me dis, dans les pénaltys qui ont été accordés à cette équipe de l'ESEC du Congo, la moitié, ça a été trop sévère, c'est qui a poussé certaines personnes à penser à un coup de pouce. Mais reconnaissons quand même que cette équipe-là a su mettre en place une véritable équipe, passez-moi la répétition, avec de jeunes et des cadres, une transition qui a été bien assurée. Vous avez les Kayembe, les Mbiyeye et des jeunes. J'ai vu un jeune Issa, j'ai vu un jeune qui est rentré dans le match face avec Club. Je me dis, l'entraîneur de ZEC du Congo est en tout cas tacticien à prendre très au sérieux. Donc c'est du côté avec Club que ça va se jouer. Ce sont des matchs qui se gagnent sur le plan mental, parce que avec Club doit, en cas d'une contre-performance, oublier en tout cas le titre. Ouais, ça sera déjà fait, parce que là ils sont quatrième, et en cas d'une contre-performance. Non, avec Club ils sont troisième. Ils sont troisième pour l'instant. Bon, la différence. Oui, avec justement. Mais en cas de défaite. Mais oui, en cas de contre-performance, c'est fini. Il faut oublier, étant donné que, ne l'oublions pas, étant donné que par rapport à l'ESEC du Congo, à qui il va rester quoi? Il va rester des matchs un peu plus abordables que pour le cas de V-Club. Donc il faut rester concentré et surtout être chirurgical, parce que j'ai vu quand même une équipe de l'ESEC du Congo qui, derrière, par rapport à son attaque, il se porte très très bien. Derrière, ils ont quand même encore un peu de chantier entre Kayembe et Nzibou. Par moment, ça communique pas très bien. Et donc, V-Club, avec sa ligne d'attaque, s'il apporte la rencontre pied sur le plancher, je crois que ça peut... Mais s'ils viennent, comme je dis ça, j'insiste, je sais pourquoi je le dis. S'ils viennent dans un esprit d'en finir avec les Aigles, c'est là où ils risquent de passer à côté. Mais les Aigles du Congo, actuellement, c'est... On va dire les Aigles du Congo, c'est une équipe qui est sur les nuages. Mais là, on voit quand même qu'il vient jouer au même moment le rôle d'un ver dans le fruit, c'est-à-dire le Popo qui visiblement doit dire adieu au titre après sa dernière défaite face aux Samouraïs. Vous avez Maniema Union qui devrait absolument se réveiller. Allez, s'il veut voir l'Afrique. Et là, ça se joue maintenant entre les Aigles, V-Club, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et c'est les Aigles qui visiblement un mot dans cette phase retour ou dans cette phase de play-off.
Oui, ça reste logique. Hein. C'est les tenants du titre qui va récidiver. S'ils y arrivent, ça sera mérité. Après, au-delà de tout ce qu'il y a comme polémique, des décisions arbitrales, etc. Mais lorsqu'on revient sur les terrains, on voit que les Aigles du Congo ont un groupe solide, un collectif qui est assez cohérent à chaque match, etc. C'est qu'on ne voit pas partout. Mais après, on joue la 10e journée aujourd'hui, si je ne me trompe pas. On a déjà joué 9 journées. Et les Aigles, ils sont leaders, mais le classement est assez serré, surtout sur les podiums. Et les podiums, ça signifie les compétitions interclubs de la CAF. Vous avez parlé de l'AS Maniema Union, de Lupopo, qui a assez dégringolé par rapport contrairement à ce qu'on a vu au début de cette phase des playoffs. Et c'est à l'envers de ce qu'on voit avec l'AS Vita Club. Et il faut mettre du crédit à la montée en puissance de l'AS Vita Club également tout au long de cette phase des playoffs. Parce que le Vita Club qui a débuté avec une défaite, ensuite il y a eu un match nul, ils se sont relancés, ils ont réchité. Avec Club dans cette phase des playoffs, c'est deux défaites d'affilée. Face à Mazembe, face à Don Bosco. Après, je pense qu'il y avait aussi un nul. Ils se sont relancés, ils sont revenus. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui V-Club sur le podium, et on comprend les positionnements des Maniema Union et des Lupopo. Maniema Union et Lupopo qui, au départ, avaient tous les pronostics à leur faveur au détriment de l'AS Vita Club pour finir au minimum sur le podium. Pour moi, je pense que rien n'est encore joué entre les 4 premiers. Je vous ai parlé d'un classement serré. Il y a une différence de 1 point, 2 points entre le premier et le 4e. Tout peut se jouer lors de ces dernières journées. On s'attendait à ce que cette phase des playoffs soit vraiment, on va dire, succulente. Là, on le voit. Mais les équipes qui ont les plus déçu, les équipes qu'on attendait, bien sûr, au tournant et qui n'ont pas répondu, c'est bien sûr Maniema Union, FC Saint-Éloi Lupopo, parce qu'actuellement, le classement final se dessine déjà et du haut du tableau, il n'y a pas Maniema, il n'y a pas Lupopo, il y a Mazembe, il y a les Aigles, il y a Mazembe, il y a V-Club actuellement. On devait attendre les Aigles parce que c'est le tenant du titre. Et puis Don Bosco aussi qui vient jouer quand même le trouble fait dans ce classement-là. Logique qu'on attende les Aigles à cette hauteur parce que tenant du titre. Logique qu'on attende Lupopo et Maniema parce qu'ayant fait un bon parcours en compétition africaine interclub. Mais après, les 2 derniers cités, c'est plus, j'ai l'impression, des problèmes internes, des problèmes de choix qui ont poussé ces équipes-là à dégringoler. Le cas, je le dirais encore, de l'AS Maniema qui va chercher un entraîneur aux portes des playoffs, une phase aussi décisive avec le départ de Papi Kimoto qui pour moi est parti au mauvais moment. Et ça a demandé à Maniema de revoir un tas de choses, d'espérer faire un résultat tout en changeant de façon de faire, de fonctionner, parce qu'un nouvel entraîneur, c'est une nouvelle philosophie, c'est le temps de découvrir, c'est une nouvelle confiance dans des nouveaux joueurs. Si pas une reconfiguration, un nouvel entraîneur, ça ramène vraiment beaucoup sur le plan technique. Au sein du FC Saint-Éloi Lupopo, c'est plutôt des petits pas internes qui ne sont pas vraiment avoués. Aujourd'hui, il y a des gens qui, au loin, voudraient récupérer l'équipe de main de Jacques Kiaboula, mais qui utilisent de manière ou encore des méthodes sournoises. Il y en a qui sont dans l'équipe, mais qui souhaiteraient que d'autres personnes viennent prendre de manière encore sournoise. Les choses, elles se jouent comme ça. C'est comme ça que dans ce climat-là, avec toutes les réalités qu'il y a aujourd'hui, ce qui a fait que l'FC Saint-Éloi Lupopo est baissé de niveau, quand l'équipe se fait aussi prendre par les Aigles du Congo dans un match tout aussi important que celui-là, ça reste des faits de jeu. Moi, je pense qu'on a une belle phase de play-off. Malheureusement, mais qui est peut-être gâchée par certaines décisions. Entachée par plus les troubles. Par moment, on est trop sévère avec les arbitres. J'ai la nette impression qu'il y en a qui sont juste mauvais. Non pas qu'ils roulent pour X ou Y, mais ils n'ont juste pas les qualités requises pour aller jusque-là. Permettez-moi d'en arriver à mon raisonnement. Quand vous voyez le tout-puissant Mazembe Anglebert, encore ça concerne Mazembe, ont-ils des éléments ou pas? Mazembe récusé une dizaine d'arbitres dans un championnat national auquel ils ont participé. Des sources qui parlent d'une quinzaine. Ben voilà. 15 au total. Au minima, donc je parle dizaines au minima. Allez-y voir ce que ça représente. On était en Mbujimaï. Moi, j'ai accompagné le candidat d'alors, Véron Monsengo, en Mbujimaï, où un groupe d'arbitres est venu lui poser son problème. Du jour au lendemain, ils se sont rendus compte qu'il y a 7
à 8 arbitres d'entre eux qui ne sont plus appelés, qui ne sont plus convoqués, ou encore ceux qui sont là n'ont jamais reçu des matchs et tout ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment du travail sur ce que doit être cette commission d'arbitres-là. Maintenant, il faut aller repenser une façon de faire. Heureusement encore, c'était dans le plan de Véran Mosengo qui a été élu, qui voudrait gérer autrement l'arbitrage, que ça rentre entre les mains de la Fédération congolaise. Dans d'autres pays, comme en Angleterre, la commission des arbitres est une commission à part entière, avec son budget, qui vit sa vie et qui collabore avec la fédération. Bon, en France, par exemple, c'est devenu comme des fonctionnaires parce que prise en charge par l'État. Je pense que c'est peut-être cette façon-là qu'on doit voir pour essayer de changer. La grande, on est à la fin déjà parce que nous avons consommé toutes nos minutes. Mais la grande déception dans cette phase des playoffs, c'est le huis clos. On s'est dit, avec ce qu'on a vu lors de la manche allée de ces playoffs, les Aigles du Congo avec club, on s'est dit, si le public était là, il allait apporter encore du tonus dans ce playoff. Mais la grande déception, c'est ce public-là qui vient casser. C'est malheureux. Tant que les clubs ne savent pas mettre en place des mesures d'encadrement des supporters. Regardez, aujourd'hui, les différentes commissions d'encadrement des supporters n'existent pas. Je comprends toujours pas. Et nous, on ne peut pas continuer à venir au stade pour, au péril de notre vie, continuer à se mettre en danger. Donc, de ce point de vue, moi, je salue la décision, parce que l'État congolais qui met en place... Attendez, vous saluez la décision du huis clos? Très important. Bien sûr. On va pas venir... Une parenthèse, j'ouvre très vite une parenthèse. Mercredi, il y avait huis clos, mais... Non, il n'y avait pas huis clos. S'il vous plaît, on a dit, les huis clos, bon, c'est pas, le huis clos était levé. Non, exceptionnellement pour ce match-là, pour cette journée-là, on a autorisé que le public... Je referme la parenthèse. Moi, je soutiens cette on revient au huis clos. Que le supporter viendra au stade pour nous mettre en danger, se mettre en danger, les adversaires en danger, moi je soutiendrai. Mais malheureusement, pourtant pour les équipes, c'était, j'ai vu le match vers club, c'était un match qui a fait quand même une recette qui aurait pu bénéficier au club, mais malheureusement, voilà, les clubs en pâtissent aujourd'hui. Mais pour l'arbitrage, moi vraiment, il faut décourager ces arbitres qui sont à la merci d'un club. Moi, je l'ai dénoncé des mois et aujourd'hui, Mazembe a emboîté les pas. Il faut dénoncer ces personnes-là. Voilà pourquoi il faut soutenir l'initiative de Véran Mosengo qui veut professionnaliser l'arbitre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les décisions arbitrales, surtout en termes de pénalty, ne bénéficient qu'à un club connu. Non, je ne peux pas comprendre ça, monsieur. Il faut s'il vous plaît. Et comment expliquer qu'aujourd'hui, les arbitres qui ont excellé, heureusement aujourd'hui, c'est ressaisi ça, parce que j'apprends que c'est le président lui-même qui choisit. Le président lui-même qui aller en retraite, Pedro. Oui, mais Pedro n'est plus choisi. Pourquoi? Et pourtant, tout le monde a reconnu que les 2 dernières années, Pedro Munganga, c'était le meilleur sifflet congolais. Pourquoi on ne le choisit pas? Tout le monde a reconnu? Mais oui, c'est tout le monde. J'ai vu Mazembe demander mon ami à Vovoko. Merci. L'émission est terminée. Les Mazembiens, les Imaniens, le Vécludiens. Et au-delà des structures d'encadrement des supporters. Pourquoi on ne le choisit pas? Seulement ceux qui vont Billy, on a compris. C'est bon, on a compris. Merci beaucoup, monsieur. On a compris. Mais j'allais dire qu'au-delà de structures d'encadrement des supporters, il faut revoir la sécurité parce que l'organisateur, oui, les structures d'encadrement des supporters, c'est bien, mais ça sera jamais suffisant pour éviter des mais la question de la sécurité, la question de la sécurité n'est pas seulement ou n'est pas l'apanage de l'organisateur. Quand il y a déjà un rassemblement de gens quelque part, allez, l'État doit en tout cas. Mais même ça, pour des raisons de sécurité, l'État refuse l'organisation. Non, mais si l'État pense qu'il ne sera pas en mesure de sécuriser les paisibles supporters, citoyens qui feront les déplacements du stade, alors il peut imposer le huis clos, ça on est d'accord, mais quand l'État accepte qu'il y ait engouement au stade, rassemblement de supporters, il doit prendre ses responsabilités, ce sera très important. Merci beaucoup Emery, la Coupe du Monde arrive, je pense que vous serez autant que Christopher, Billy, de temps en temps sollicité. On est arrivé à la fin. Toujours un plaisir. Ouais, on est arrivé à la fin. Il y a eu beaucoup de messages, hein. Il y a des messages qui nous sont venus ou qui nous sont envoyés depuis Goma. Je vais prendre quand même ce message pour ne pas décourager ces téléspectateurs. Depuis Goma, il nous suit. Avant de prendre la page rose d'un sportif, qu'est-ce que le téléspectateur dit? Chers analystes, vous n'allez pas commenter, hein. Chers analystes, sans fanatisme, est-ce que vous pouvez nous faire croire qu'il y a des pointes comme Maëlle Bakambu
Banza peuvent vraiment s'en sortir lors du match face aux géants adversaires de la RDC comme le Portugal. Soyez sincères. Maître Fernand, Honoré Kivu. Maître Fernand, ça reste un match de football. On va jouer un match de football à 3 résultats. Une victoire, un nul, une défaite. On peut aussi battre le Portugal, qui sait. Qui aurait cru que l'Arabie Saoudite allait battre l'Argentine? Alors, l'Argentine, champion du monde en 2022. C'est pour dire que ça reste un match de football. On va jouer calmement. Il y a aussi Ramsès Mbala qui a fait un long message. Merci en tout cas pour sa contribution. On va prendre cette page rose avant de se quitter. Voilà. C'est bien sûr de la part de notre confrère Journamaître. Oui, le 6 juin marque bien sûr l'anniversaire du grand maître Ogi Boyaka depuis Lyon. En France, il est bien sûr le père fondateur du judo club Kauka, là où notre confrère Tyson Dombele fut formé comme judoka. Heureux anniversaire à lui, plein de bonnes choses. C'est notre confrère Prince Lievenzazi, ouais. En fait, dire comme de V-Club. Hein. Son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire également à Prince Lievenzazi, voilà, les Bumbu. Heureux anniversaire à ma fille Bénédicte qui fête aussi ses 20 ans aujourd'hui. Ah, votre fille. Oh, heureux anniversaire à elle. Pluie de bénédictions, que les seigneurs la protègent. Et voilà, on va se quitter avec ces images de Aikido. Oui, le Aikido congolais qui a honoré maître Dadi Lutaladiou. Dadi Lutaladiou est un athlète qui évolue bien sûr en Belgique. Et c'est bien sûr grâce à lui que la discipline a ouvert ses portes en République démocratique du Congo. Lors d'une cérémonie organisée à Kinshasa, il était question de parler de la discipline aux ambassadeurs de certains pays. À Kinshasa, le cas de Cuba, oui, l'ambassadeur de Cuba qui a été bien sûr honoré d'avoir participé ou d'avoir reçu le détail sur le fonctionnement ou l'évolution de cette discipline en RDC, mais également en Afrique. On va se quitter avec ces images. Merci à Kadimouelo, merci à Dieu, merci Mokondola, merci à Alain Makisse qui était à la prise des sons. On se retrouve la semaine prochaine. Mais voici pour vous les images de Aikido, qui est bien sûr un art martial japonais. Cette cérémonie avait pour but d'honorer l'initiateur de Aikido en République démocratique du Congo, en la personne de Dadi Lutaladiou, qui est 5e dan Aikido, 1er dan Aido, 1er dan Judo et 4e dan, un parcours élogieux qui a ouvert des grandes portes à la discipline en RDC. Comment je l'ai connu? Moi j'étais en Belgique, je me promenais dans la ville de Liège, tout ça. Je vois quelqu'un avec des pantalons noirs, tout ça, je dis, monsieur s'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Il me dit oui, où est-ce que vous allez? Il me dit, il partait à l'entraînement, au dojo. Je l'ai suivi, je n'ai pas assisté, oui. J'ai dit, est-ce qu'on peut, c'était quoi ça? C'est l'aïkido, je vois des gens avec des pantalons qui tombent, tout ça. J'ai dit, est-ce qu'on peut amener cette pratique au Congo chez nous? Il a dit, tout dépend de vous. Lorsque je suis rentré au Congo, je suis allé voir la direction des activités physiques. Il est là. C'est le représentant du ministère. Je suis allé le voir. J'ai dit, est-ce que nous avons Aikido ici? Ils ont dit non. Il y a des gens qui en ont entendu parler, mais il n'y a pas de documents. J'ai dit, moi je vais être légaliste. J'ai commencé à faire des démarches, des documents, les statuts, tout ça. Aikido a vu les jours. Aujourd'hui, le Aikido fait partie de la Confédération africaine et déploie petit à petit ses ailes sur le continent. Son président national, M. Henrico Nkietemukuna, s'assigne cette lourde mission. Aikido a pris sa forme, nous avons voyagé partout, ainsi de suite. Et maintenant, nous cherchons à étendre notre discipline. Dieu merci, l'athlète là est devenu 5e dan au niveau de l'aïkido. Et l'aïkido fait partie de la Confédération africaine des jeux qu'on appelle l'aïkido. Je reviens du Maroc, moi qui vous parle, je suis coopté comme 2e vice-président, le second, président de la Confédération africaine d'aïkido. Très honoré par l'invitation, l'ambassadeur de Cuba en RDC a salué les efforts que fournissent les dirigeants de Aikido pour l'implantation de cette discipline en Afrique. En particulier, et surtout c'est que la manière dont vous avez
fait la chronologie de l'histoire de l'aïkido avec vous. Comment vous avez eu les premiers contacts, vous avez rentré au pays, vous avez fait tous les démarches au niveau national. Aujourd'hui, Aïkido du Congo est devenu sur le plan international. Cette rencontre s'est déroulée en présence du représentant de l'ADAPS, homme de terrain et fin manager. Henri Nkonketemukuna a laissé des vestiges ineffaçables dans les fédérations où il est passé, à l'instar de la lutte et du catch. Aujourd'hui, il se bat bec et ongle pour placer le Aïkido sur l'orbite en Afrique, tout comme en République démocratique du Congo. On fait un teaching pour le développement sportif entre Aïkido et le Cuba.